L'épanouissement. Un couple qui est heureux est l'union de deux personnes qui s'épanouissent autant dans leurs activités séparées que quand elles sont ensemble. Je considère qu'un couple est un ménage à trois. Oui, un ménage à trois. Il y a A, il y a B et il y a A inter B, c'est-à-dire ce que les deux vivent ensemble. Si l'un des deux n'est pas épanoui de son côté, alors le couple en pâtira d'une manière ou d'une autre. À cette fin, il est fondamental que chacun garde son autonomie, certaines de ses habitudes, ses contacts, amis, occupations diverses, activités sportives ou associatives. Car si toutes ces occupations vous apportaient quelque chose avant votre rencontre, elles finiront par vous manquer si vous ne les pratiquez plus. Beaucoup d'entre nous pensent qu'à partir du moment où ils sont en couple, tout le reste doit cesser. Surtout au cours des 3 premiers mois qui constituent la phase fusionnelle de la relation, celle durant laquelle on ne veut plus se quitter. Or, c'est une grossière erreur. Tout supprimer, ou bien même tout faire à deux, ne vous apportera pas l'équilibre nécessaire au bien-être de votre couple. Chacun doit conserver une partie de sa vie, de ses activités et tout ce qui lui assure une vie sociale saine et équilibrée. Sinon, c'est l'étouffement assuré. Si un seul des deux évolue, il finit par attendre d'autres choses de sa vie, ainsi que de sa vie de couple, en ayant l'impression que son partenaire est à la traîne et qu'il ne lui apporte plus ce qu'il attendait autrefois. Quant à celui qui n'évolue pas et qui n'a plus de vie personnelle, il se sent mal et dominé par l'autre. C'est souvent lors des scènes de ménage de ces couples-là qu'on se jette des griefs à la figure et qu'on entend le fameux « J'ai tout sacrifié pour toi ». Ce à quoi je répondrai « Personne ne vous l'a demandé ». Et si effectivement on vous l'a demandé, alors c'est vous qui avez accepté de tout sacrifier pour votre partenaire. Et là vous me dites « Oui, mais si je ne l'avais pas fait, il m'aurait quitté ». À moi de rétorquer « Eh bien, il aurait mieux fait ». Car quand on aime sa femme ou son mari, on ne lui demande pas de renoncer à ce qu'elle aime. On veut son bien et son équilibre, désolé, mais il ne vous aimait pas. Ou bien, aucun des deux n'évolue. Auquel cas, les deux étouffent et finissent par développer une lassitude qui les mènera à une séparation. Ou pire, ils continueront à être en couple sans savoir pourquoi et sans s'aimer. C'est pourquoi je conseille régulièrement à mes élèves d'avoir aussi des activités séparées de leur conjoint et de poursuivre leur épanouissement personnel. Si chacun le fait, cela ne peut que laisser augurer d'un couple heureux. Je vais même jusqu'à leur suggérer, si leur domicile le permet, d'avoir chacun une pièce pour soi, le territoire dans lequel l'autre n'entre pas. Les peurs. Tout le monde n'a pas forcément des peurs, ou bien peut-être les avez-vous vaincues en remettant votre mental à sa place et vivez-vous une histoire d'amour heureuse et équilibrée, et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ces peurs sont probablement la première raison à faire en sorte que les couples ne fonctionnent pas, ou alors que nous tombions sur les mauvaises personnes, ou bien sur personne. Il existe différents types de peurs lorsqu'il est question du domaine sentimental et du couple. Voyons-en quelques-uns. En premier lieu, il y a le passé. Comme vous le savez maintenant, notre passé laisse en nous des programmations. La plupart remontent aux 12 premières années de notre vie. Les événements qui viennent ensuite n'en sont que les conséquences, ou bien souvent réveillent de vieilles plaies que l'on croyait refermées. Ainsi, chaque histoire sentimentale décevante nous laisse un goût amer dans la bouche et dans le cœur. Et la première réaction de notre mental est de nous protéger, en nous faisant dire et croire à nous-mêmes « plus jamais ça », ou encore « tous pareils », ou encore « je n'aimerai plus jamais ». Il m'arrive tous les jours de voir des personnes confrontées à des problèmes d'ordre sentimental ou n'arrivant pas à retrouver quelqu'un pour partager leur vie. La première question que je leur pose est la suivante. Avez-vous bien fait le deuil de votre relation précédente ? Invariablement, leur réponse est positive. C'est quand je leur affirme le contraire qu'elles commencent à réagir. Car en effet, un deuil ne consiste pas simplement à accepter de vivre sans la personne qui partageait votre vie.
mais bien plutôt de vous autoriser à partir dans une nouvelle histoire après la fin de la précédente, à vous permettre de prendre le risque de vous engager dans une nouvelle aventure sans avoir peur d'être éventuellement blessé et donc de raviver d'anciennes cicatrices de l'enfance, ou que se produise ce que vous avez déjà vécu. Mais pour cela, il faut du temps. Comprendre qu'on le mérite et que tous les partenaires ne sont pas comme votre ex. Mais il est très difficile de faire accepter cela au mental tant qu'on ne l'a pas rectifié. Consciemment, vous n'avez probablement de cesse de vous dire toute la journée que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais inconsciemment, même si vous m'affirmez le contraire, vous vous dites que vous avez peur de tomber à nouveau sur une planche pourrie qui risque de vous faire souffrir. Et vu que nous matérialisons notre vie avec nos pensées et nos croyances, du moins tant qu'on se laisse mener par son mental et qu'on ne s'aime pas, eh bien, soit vous rencontrez effectivement des planches pourries afin de donner raison à votre mental et à vos croyances, ou bien vous ne rencontrez personne afin de vous protéger. Et cela, encore une fois, même si vous vous dites à longueur de journée que vous voulez refaire votre vie. C'est bien souvent pour cette raison que plus on vieillit et plus on a de la difficulté à se remettre en couple. Car au fil des ans, des histoires et des désagréments, nos histoires d'amour décevantes ont plus souvent rouvert de vieilles blessures qu'elles ont pu le faire chez une personne de 25 ans qui a moins d'expérience. De plus, en vieillissant, non seulement nous accumulons de nouvelles programmations négatives, mais celles qui étaient présentes en nous depuis toujours se renforcent tout au long des années et de nos expériences. Autrement dit, elles nous dominent encore plus et leurs actions handicapantes sont démultipliées. C'est également pour cette raison que quand je discute avec une personne insatisfaite par son couple, je commence par lui demander si son conjoint et cette relation correspondent à ce qu'elle attendait de ses amours quand elle était jeune. Car à cet âge-là, toutes les programmations ne sont pas complètes. Il y a moins de filtres qu'à l'âge adulte. On espère le meilleur, on est encore confiant et les concessions à l'autre n'ont pas encore sévi. Bref, les premières histoires de cœur n'ont pas encore déformé la vision qu'a la personne de son avenir sentimental. Si j'osais, je dirais que cette perception était encore vierge et sans tache, ramenant la personne à ses attentes originelles avant que le mental ne déforme tout et qu'il prenne les commandes. Si vous vous laissez dominer par vos peurs et que vous êtes en couple, il y a de fortes chances pour que vous doutiez de votre partenaire. Vous avez peut-être en tête l'idée qu'il risque de vous faire ce qu'un ex vous a déjà fait il y a plusieurs années et qu'il ne faut se fier à personne, à moins que ce ne soit en rapport avec ce que l'un de vos parents a fait à l'autre alors que vous étiez enfant, ce qui vous a marqué et créé des programmations erronées concernant l'amour. Et malheureusement, quand on cherche un travers chez quelqu'un, on finit toujours par le trouver, ou du moins le croit-on. De là, vous êtes suspicieux. Vos peurs ne font que se renforcer et votre vie de couple devient pesante. Certaines personnes préfèrent même prendre les devants en mettant un terme à la relation à partir de là, uniquement parce qu'elles ont quelques soupçons rigoureusement infondés provenant de leur passé et de leur mental. Dans ce cas, on oublie simplement les choses essentielles pour satisfaire son mental. Votre ex, c'est votre ex. C'est une autre personne, une autre époque, une autre histoire. Votre conjoint actuel n'y est pour rien et il n'y a aucune raison pour qu'il vous fasse vivre la même chose que votre ex. Ah, j'oubliais. Arrêtez de saborder votre vie sentimentale à cause de votre passé. Stop! Souvenez-vous de ce que Paulo Coelho a écrit. Ne laissez pas vos blessures du passé vous transformer en une personne que vous n'êtes pas. D'autre part, soyez objectif en répondant à ces questions. Vous sentez-vous concerné par ce qui vient d'être décrit? Rencontrez-vous toujours des personnes peu acceptables ou bien tout simplement personne? Avez-vous peur de revivre des désagréments à cause de l'amour? Cherchez-vous régulièrement les défauts de votre conjoint? Votre conjoint et votre histoire correspondent-ils à ce que vous attendiez de l'amour quand vous étiez enfant?
L'impermanence des choses. Vous savez, dans la vie, rien n'est fait pour durer. Tout bouge, tout change, tout évolue et tout finit par se terminer. Oui, oui. Que ce soit nous, nos proches, la Terre, notre galaxie, notre univers et même nos histoires d'amour. Et oui, désolé de vous sortir de votre conte de fées ou au contraire, de raviver vos peurs, mais l'histoire que vous vivez ou que vous vivrez se terminera un jour. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Soit par une séparation, soit par la mort. Tout ce qui naît est amené à mourir. J'ai eu l'occasion de croiser la route de personnes qui commençaient des relations très prometteuses et dans lesquelles tout se passait bien. Néanmoins, elles étaient angoissées. Angoissées par une fin éventuelle ainsi que par le futur déroulement de celle-ci, qu'elles souhaitaient dépourvues de tout souci, dispute ou infidélité. En fait, chacune d'entre elles aurait voulu que, dès le début de cette relation, leur nouveau partenaire leur écrive une sorte de contrat dans lequel il jurerait que son amour durerait pour toujours et que jamais il ne la ferait souffrir. Ce qui est absolument impossible, car ça n'est pas ainsi que va la réalité. Ces personnes se laissent complètement malmener par leur peur et sont totalement manipulées par les contes de fées de leur enfance. Les aquabonistes. Eux, ce sont les personnes qui se disent « à quoi bon lier une relation si c'est pour qu'elle se termine ?» Tout simplement pour les mêmes raisons que nous avons des enfants, alors que nous savons que nous les condamnons à une mort certaine en leur donnant la vie. Pour que cela existe, pour le bonheur de l'instant présent, parce que l'amour est le moteur de toute chose, parce que l'amour est une muse enivrante, capable de nous faire nous surpasser et déplacer des montagnes. Parce que vous y avez droit, si c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous, et parce que c'est beau. Voilà pourquoi. L'amour n'est pas une course de fond qui se doit de durer le plus longtemps possible. Beaucoup d'entre nous l'oublient, tentant de battre des records de longévité, même s'ils sont dans des relations exécrables. Ces personnes sont sans doute influencées par nos sociétés, nos principes, nos ancêtres, qui restaient mariés toute leur vie, et même par la religion. Car, selon cette dernière, ce qui a été fait par Dieu ne peut pas être défait par l'homme sous peine d'excommunication et d'enfer éternel. Et quelle supercherie! Ah là là, il en va de même avec nos grands-parents qui demeuraient ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, parfois pendant 60 ou 70 ans. Certes, sur le nombre, il y en avait qui restaient ensemble parce qu'ils s'aimaient, et c'était tant mieux. Mes grands-parents en faisaient partie, et je sais quel bonheur ils avaient à être ensemble. Mais combien d'entre eux restaient mariés durant toute leur vie parce que la famille, le notaire et le curé le leur avaient ordonné? Combien de femmes, pour ces raisons, ont vécu des existences misérables qu'elles ont supportées, soumises à des hommes dignes de figurer au rang des plus grands tortionnaires de l'histoire, simplement parce qu'on ne divorçait pas? Des millions. Voilà sur quoi reposent nos a priori concernant la vie de couple, prétextant qu'une union doit durer toute la vie, sur la dictature de l'esclavagisme social et la restriction des libertés. Voulez-vous vraiment bâtir votre vie sentimentale sur ces fondements? Pas moi. On a rapidement tendance à s'approprier la vie d'autrui, comme s'il s'agissait d'une vulgaire marchandise. Mon mari, ma femme, ma copine, mon ami, ma voiture, ma maison, ma télé, etc. On a l'impression que tout cela nous appartient, à vie, et que nous avons le droit d'en faire ce que nous voulons. Mais comme le chante si bien Bruno Pelletier, personne n'est à personne. Et ce n'est pas parce que vous avez fait la promesse devant un curé, un maire, un juge ou votre conjoint que vous vous aimerez pour la vie, que vous devez respecter cette parole si vous n'êtes plus bien dans cette relation ou si votre conjoint se conduit mal. Je rencontre fréquemment des personnes, des femmes essentiellement, qui veulent savoir si leur relation va durer jusqu'à la fin de leur jour. Dans ce cas, je leur réponds qu'elles ont leur libre arbitre, que cela dépend de leur décision, mais qu'il vaut mieux vivre une relation plus courte mais intense et remplie d'amour sincère,
plutôt que d'essayer de faire durer une histoire qui est arrivée à sa fin. Car c'est bien là qu'est le problème. Refusant de bouleverser notre zone de confort, nos habitudes, et de déclencher certaines levées de boucliers, eh bien, nous essayons tant bien que mal de maintenir en vie une relation qui est déjà morte, parfois depuis longtemps. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'acharnement thérapeutique. C'est à ce moment-là que les situations s'enveniment, à tous les coups. Quand j'ai face à moi une personne au désespoir parce que sa vie de couple est épouvantable, je lui pose immédiatement la question suivante. Il y a X mois ou années, vous avez perçu qu'il fallait bouger, passer à autre chose et poser les actions pour vous sortir de cette relation extrêmement toxique. Oui, effectivement, vous avez entièrement raison, mais je n'ai pas eu le courage de le faire après tant d'années de mariage. Et j'espérais que ça allait s'arranger. Et alors ? C'est devenu encore pire. Alors, demeure une question. Pourquoi ? Nous ne rencontrons pas par hasard les gens qui croisent notre route. Il y a toujours une raison à cela. Certains sont là pour nous faire évoluer, d'autres pour nous faire comprendre des choses, d'autres pour vivre un certain nombre d'événements avec nous, mais une fois qu'ils ont rempli leur office, il n'y a aucune raison pour qu'ils restent à nos côtés éternellement. Il y en a certains qui sont là pour de longues années, mais il y en a qui sont là que pour quelques années, voire quelques mois. Aller au-delà de la durée de vie d'une relation, c'est exactement comme si vous demandiez à votre plombier de rester avec vous une fois qu'il a réparé votre fuite d'eau. Mais pourquoi faire, diable ? Il a réparé votre fuite, il a fait ce qu'il avait à faire. Après cela, il n'y a plus qu'à partir. Bon, sauf si vous le trouvez charmant, mais ça c'est une autre histoire. Je vous choque ? Je m'en doutais. Mais c'est la réalité. Votre moi supérieur, au travers d'une relation qui dégénère et qui empire, vous montre ce que vous avez à faire. Soit elle ne vous convient pas, et elle ne vous a peut-être jamais convenu parce que vous l'avez attirée à vous à cause de votre mental, soit elle est arrivée à son terme, parce que vous avez fini de vivre ce que vous aviez à vivre avec cette personne. Et si vous persistez malgré tout, votre moi supérieur fait la même chose en amplifiant les phénomènes désagréables jusqu'à ce que vous compreniez. Les excuses. Les excuses créées par notre mental pour ne pas que nous mettions fin à une relation qui ne nous convient pas ou plus sont légion. En voici quelques-unes. La première d'entre toutes est sans doute la fameuse « mais je l'aime ». Primo, êtes-vous bien sûr de ça ? Vous l'aimez ou bien vous aimez vos habitudes et ce qu'il vous apporte ? Secondo, on le sait, l'amour n'est pas suffisant pour qu'un couple tienne la route. Cela réclame d'autres choses. On n'aime pas quelqu'un avec qui on n'est pas heureux, avec qui on n'a pas d'atome crochu, ou à qui on n'a rien à dire à part « passe-moi le sel ». Ensuite, on a « mon mari me fait peur, je n'aurai pas le courage de partir ». C'est bien ce que je pensais. Vous ne l'aimez pas ? Non, vous ne l'aimez pas, car on ne peut pas aimer quelqu'un qui passe son temps à nous faire peur pour nous forcer à rester avec lui et qui brime notre liberté, bon sang. Pas plus qu'il ne vous aime, car quand on aime quelqu'un, au contraire, on veut son bien et on lui laisse tout l'espace nécessaire pour s'épanouir. De plus, si vraiment vous avez peur, d'une part, aujourd'hui, en Occident, on a le moyen de se faire protéger par la police, par des proches ou par une injonction d'éloignement. Et puis d'autre part, vous ne pouvez pas continuer à vivre encore 40 ans avec une personne qui vous fait peur. Ce n'est pas une vie, et c'est encore moins de l'amour. Raison de plus pour prendre les décisions qui s'imposent. Foutez-moi ça dehors. Autre excuse, nous avons des enfants. Et alors ? Vous êtes un modèle pour vos enfants, mes amis. Pensez-vous que vos enfants apprécient de vous voir en conflit permanent, vous disputer, même être violents l'un envers l'autre ? Oubliez-vous que vos enfants sont encore jeunes et qu'ils sont en train de forger leur programmation ? Quelle image leur donnez-vous de l'amour et du couple ? Quelle vie sentimentale pensez-vous qu'ils auront une fois adultes avec des programmations pareilles ? Ce à quoi vous me répondez l'excuse suivante : nous sommes discrets et nous ne leur montrons rien.
Ne les prenez pas pour des idiots, s'il vous plaît. D'abord, sans que vous le sachiez, ils vous ont déjà vu. Ils vous observent et ont déjà remarqué vos changements de comportement. Ensuite, les enfants absorbent encore plus facilement les vibrations ambiantes que les adultes. Et même si vous êtes dans une autre pièce quand votre conjoint et vous êtes en chicane, et même s'ils n'entendent rien, ils ressentent absolument tout ce qui se passe. Vient aussi l'inévitable excuse « Que vont dire nos familles ?» On s'en fiche. Vous n'avez qu'à leur proposer de prendre votre place quand votre partenaire ne dit pas un mot de la soirée, ou bien quand il vous houspille pour un oui ou pour un non, voire quand il vous trompe ou qu'il se montre violent. Ils feront moins les malins et ils comprendront votre décision. Et puis, ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Vous n'avez pas à vous justifier, point. Existent aussi les excuses matérielles comme « on a une belle maison ensemble ». Vous n'êtes pas venu dans cette vie uniquement pour avoir une maison qui vous réduit en esclavage. Vous êtes dans cette existence pour profiter de la vie et être heureux. Cette maison vous coûte beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez, car elle est au prix de votre liberté et de votre épanouissement. Et cette liberté vaut beaucoup plus cher que 4 murs et 5 fenêtres, même si vous avez passé du temps à l'arranger et à prendre soin de cette maison. Autre excuse, et peut-être la plus drôle, je peux prendre un amant ou une maîtresse. Ce n'est pas cela qui réglera le problème. Cela ne fera qu'atténuer les choses pendant un temps. Puis ça recommencera. En pire, car la racine de la mauvaise herbe n'aura pas été enlevée et les feuilles repousseront. Vous ne ferez qu'utiliser quelqu'un pour parer au manque de votre couple, ce qui n'est pas forcément très honnête ni sincère. Mais ces failles ne s'évanouiront pas pour autant par magie, aussi longtemps que vous ne ferez pas ce qu'il y a à faire. Comme si vous repeigniez la carrosserie de votre voiture alors que c'est le moteur qui est en panne. La peinture n'arrangera pas le problème pour autant. Comme vous le voyez, aucune excuse ne tient la route. Elles reposent toutes sur une chose, la peur d'avancer, de se libérer, de passer à une autre étape de sa vie, mais aussi de devoir chambouler votre zone de confort et surtout d'avoir à affronter le deuil. Le deuil. Il est vrai que ça n'est pas une étape de l'existence qui est des plus réjouissantes, surtout au début. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet que j'ai largement développé dans mon CD « Adieu, je t'aime » paru aux éditions ADA Audio. Dedans, vous y trouverez 2 méditations pour vous permettre de faciliter ce travail de deuil avec un préambule qui vous en dira plus. Mais certes, la zone de confort qui n'aime pas les changements ne sera pas contente dans un premier temps. Mais encore une fois, si vous savez l'élargir et la forcer à vous obéir, et surtout, si vous transmettez les commandes à votre moi supérieur, cela ne devrait pas représenter un travail incommensurable. Un deuil dure le temps qui est nécessaire. C'est selon le cas de chacun. Mais plus vous travaillerez sur votre mental, et plus le temps sera réduit. Néanmoins, il vous faudra probablement un certain temps avant de vous sentir prêt pour retomber en amour. Et vous ne pourrez pas brûler les étapes. Quant à la question que tout nouveau séparé se pose, à savoir « pourrais-je un jour rencontrer quelqu'un qui me convienne et refaire ma vie ?» La réponse est « a priori, il n'y a aucune raison pour que cela ne se fasse pas. » Surtout avec tout ce que je vous ai expliqué depuis le début de cet ouvrage. Mais vous ne pourrez pas passer outre un deuil correctement fait. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle maison s'il y a encore dedans les meubles de l'ancien locataire, car vous ne pourrez pas poser les vôtres. De la même manière, personne ne pourra réellement entrer dans votre vie s'il y a encore les vestiges de votre ex dans votre tête et dans votre cœur. Sinon, cette nouvelle personne ne sera qu'une pièce rapportée, présente dans votre existence pour adoucir votre passé récent. Mais ce ne sera pas de l'amour, et vous aurez, à coup sûr, des désagréments qui surgiront. Autre peur, la jalousie. Ah,
En voici une qui concerne à peu près tout le monde. Qui n'est pas ou n'a pas été jaloux à un moment ou à un autre en pensant que sa douce moitié aime aller folâtrer avec une autre personne dans son dos? Il est clair que notre civilisation occidentale a opté pour la monogamie et que, dans la majeure partie des cas, il en est ainsi. Mais cela n'empêche pas chacun de penser et de croire ce qu'il veut. La jalousie est, comme toutes les peurs, une anticipation négative d'un futur qui reste incertain. Jusqu'à un certain point. Car n'oubliez pas que votre vie n'est faite que de ce que vous pensez et que de ce que vous croyez. Aussi, même si ça n'est pas le cas, à force de penser et de croire que votre chéri va voir ailleurs, il finira par le faire. Qui plus est, c'est à vous que vous faites le plus de mal avec toutes ces pensées négatives, pas à lui. Lui, il sent que vous êtes bizarre, que votre comportement a changé à un certain moment, mais c'est tout. Il n'est pas impossible qu'il se sente surveillé même. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un que de s'apercevoir que la personne qu'il aime ne lui fait pas confiance. Et là, il y a de quoi le pousser dans les bras d'une autre, voire le conduire à la séparation s'il a l'impression de ne plus pouvoir respirer ni faire le plus petit geste sans que cela paraisse suspect. Sans que le moindre retard de 5 minutes conduise à un drame ou que son téléphone sonne tous les quarts d'heure pour lui demander ce qu'il fait, où et avec qui. Ne riez pas, je le vois très souvent, je vous assure. J'ai même rencontré une jeune fille qui enfermait son amie chez elle le matin quand elle partait travailler afin qu'il n'aille pas voir d'autres femmes durant la journée. Le pire, c'est qu'elle se demandait encore pourquoi il l'avait laissée. Cette jalousie vient très certainement d'une peur du rejet à la suite de quelques événements que vous avez dû vivre très jeune. Peut-être une personne que vous aimiez et qui vous a repoussé. C'est également un manque flagrant d'amour de soi. Tout d'abord parce que, quand on s'aime, on ne se fait pas de films destructeurs qui dégradent nos journées et nos nuits. Et ensuite, quand on s'aime, on est sûr de soi. D'autre part, on n'a pas peur de la comparaison avec un autre et on sent que l'on est suffisamment irrésistible pour que notre conjoint n'ait pas besoin d'aller voir ailleurs. À moins qu'un de vos parents ait trompé l'autre ou que vous ayez été trompé précédemment. D'un côté comme de l'autre, cela nous ramène au chapitre consacré au passé qui bloque et dégrade votre relation. Auquel cas, utilisez intensément les 8 dernières pages de cet enregistrement pour vous défaire de toutes ces vieilles programmations. Une autre raison à la jalousie m'a été révélée par un ami il y a une bonne dizaine d'années, à une époque durant laquelle j'étais moi-même passablement jaloux. Cet ami m'a dit que si j'avais peur que l'autre me trompe, c'était parce que je faisais un transfert sur l'autre de mes propres doutes concernant ma fidélité. Autrement dit, que si j'avais peur d'être trompé, c'est parce que j'avais moi-même peur de tromper. Au départ, je fus sans doute comme vous, au moment où vous entendez ces mots, à savoir incrédule, en me disant qu'il débloquait à plein tube. Mais, en y réfléchissant bien, je me suis aperçu que cet ami avait entièrement raison. Et si j'étais capable de l'imaginer pour quelqu'un d'autre, c'était peut-être parce que je n'étais pas si loin de sauter la clôture moi-même. Du coup, j'ai desserré mon étreinte jusqu'à me départir de ma jalousie. Aujourd'hui, j'en suis vraiment guéri, Dieu merci. Enfin, la dernière raison principale à la jalousie repose sur un facteur d'autodestruction, c'est-à-dire le syndrome du « tout va bien, ça n'est pas possible, qu'est-ce que ça cache, il doit y avoir anguille sous roche ». Encore une fois, à cause de notre mental, nous sommes tellement habitués à avoir des problèmes que quand tout va bien, nous trouvons cela suspect. Alors, on se met en chasse pour trouver de quoi satisfaire notre soif de mal-être. Et comme toujours, quand on cherche, on trouve. Même si cela ne tient pas la route, on trouve toujours de quoi se faire du souci et dans ce cas-là, de quoi ternir notre relation. Toutefois, et j'insiste, ça n'est pas une raison pour ne pas être vigilant, mais on parle ici de vigilance, à savoir de garder un œil ouvert, et non pas de jouer au lieutenant Colombo toute la journée à faire les poches et le téléphone de votre conjoint à la recherche d'indices qui n'existent pas. Mais il est certain que si vous voyez votre copine embrasser un autre homme, vous n'allez pas tourner le dos en vous disant « c'est seulement un bon copain à elle, je n'ai rien à craindre, c'est seulement ma jalousie qui me joue des tours ». Je ne sais pas qui a dit « L'amour, c'est permettre à l'autre d'être libre, quoi qu'il décide,
même de nous quitter. Mais je trouve qu'il avait raison.